e lo scalano in un mondo che ho la voce. Jean-François Bernardini, à Zaloud. À Zaloud. Alors nous sommes ici à Léria, une des plus vieilles villes de Corse, puisque c'était une garnison romaine dans le temps. Et aujourd'hui, vous avez eu la mission délicate de parler de la non-violence et aussi de la paix. Oui. Qu'est-ce qui vous amène à faire ce genre de démarche, sachant que vous êtes déjà connu dans le monde entier en tant que chanteur, mais qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à faire cette démarche? Faire son métier d'artiste, je crois que c'est être sur la scène du monde. C'est pas être dans un théâtre vide, c'est pas être en suspension ou en apesanteur. C'est être confronté aux réalités, aux questions que nous pose le monde. Et l'artiste, il a une parole, une graine à apporter. Il y a une urgence, il y a des défis immenses sur la planète. Et je crois que la non-violence, d'une certaine manière, elle est une boussole qui nous aide à mieux naviguer dans cette adversité-là, mieux équipés pour la vie. C'est la raison pour laquelle, avec la Fondation Humagne, dont je suis un serviteur bénévole, on a lancé il y a 6 ans un programme dédié à la non-violence qui trouve aujourd'hui des échos inattendus. Alors, comme on l'entend, nous sommes à San Marcello, on entend les cloches qui sonnent, où a été aujourd'hui donc bénite un certain nombre de semences. Et vous avez souligné l'importance des semences dans le monde, puisque c'est le premier maillon de la chaîne alimentaire de l'homme, et pour lesquels aujourd'hui de nombreux entreprises et industries, notamment Monsanto, ont la main mise dessus pour pouvoir mieux manipuler le monde et bien sûr affamer certaines populations. Qu'est-ce qui vous amène, vous, encore une fois, à avoir ce type de démarche, pouvoir dénoncer avec vigueur? N'oubliez jamais que je suis issu d'un monde paysan, j'ai grandi dans un petit village. La ruralité, elle est au centre de ces graines de vie-là. Toutes les pratiques, la mutualité, la coopération, l'adéquation entre l'homme et la nature, qui sont inséparables. Le village vous l'apprend, la ruralité universelle nous l'apprend. Donc c'est dans ce logiciel-là, qui est dans notre disque dur à tous, parce que nous sommes tous des enfants de paysans, que je trouve les ressources pour dire c'est inacceptable, c'est un des plus grands hold-up de l'histoire de l'humanité, et cette mainmise-là, elle est à la fois inacceptable, mais nous avons une force immense d'y désobéir. Et c'est bien pour ensemencer cette force de désobéissance que nous venons porter cette parole-là, et je me sers à la fois de mon rôle d'artiste pour l'ensemencer. Alors, Yann Arthus Bertrand, que j'ai vu assez récemment, disait que l'homme et l'être humain étaient perdus depuis qu'il avait coupé toutes ses relations avec la nature et toutes ses relations avec le chamanisme et le spiritisme. Est-ce que en Corse, où on connaît les Mazeri, etc., c'est comme une tradition qui est très fortement ancrée dans les esprits et dans la tradition en Corse, est-ce que vous êtes d'accord sur cette démarche-là? Je pense que toutes les traditions spirituelles du monde sont d'accord sur ce point. C'est-à-dire que l'homme, son premier devoir, c'est d'être profondément respectueux et en connexion avec la création qui nous entoure. L'homme qui se respecte, c'est l'homme qui respecte la nature. Donc toutes les traditions spirituelles, tout ce qui peut s'y raccrocher, s'y rapporter, tout ce qui nous aide à croire, tout ce qui nous aide à nourrir cette existence autre que l'homo economicus, participe de cette exigence-là, quoi. Prendre conscience que nous sommes dans une interdépendance planétaire, que l'homme n'est qu'un maillon de vie au milieu de tout un ensemble. Et que si cet ensemble, si il dégrade, si il porte atteinte à cet ensemble-là, il porte forcément atteinte à la vie et à lui-même. C'est cette connexion-là qui est tellement vraie dans l'archétype de la ruralité mondiale que l'on voit partout. Hein, le respect de l'arbre, le respect de la fontaine. L'arbre est un frère. L'océan, nous venons de l'océan. Nous sommes une poussière d'étoiles. Cette conscience-là, qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, et que notre seule religion n'est pas celle de l'argent, elle est essentielle aujourd'hui pour sauver l'homme de ses travers et de cette logique de guerre dans laquelle on nous enferme. Là, vous évoquez simplement le principe de base de la physique quantique qu'on remet au jour dans de nombreux domaines et avec toutes les dérives que ça entraîne chaque fois qu'il y a un concept qui se met en avant.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est aussi une tendance un peu politique de remplacer un petit peu la spiritualité par de la science, de la technologie, de façon à ce que les gens soient abétis? Vous parliez tout à l'heure de télévision, etc. On a un peu cette notion-là avec les iPhones, et je m'en sers moi aussi le premier, d'iPad, des choses comme ça. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est une volonté politique très forte de rendre les gens, d'abaisser un petit peu leur niveau de réaction? Moins l'homme est enraciné, plus il est manipulable, vulnérable, plus on peut lui vendre le monde qu'on lui vend. Moi, je pars toujours du principe, plus tu as de racines, plus tu ouvres les bras. Plus tu as de racines, plus tu es conscient de la beauté et de la richesse qui t'entoure. Moins tu en as et plus tu es réduit à un consommateur-spectateur que l'on peut divertir à merci, que l'on peut manipuler. Jamais n'importe quelle dictature n'aurait imaginé ce qui est possible aujourd'hui, quoi. Avec mon iPhone, qui est un très bel appareil, en même temps, on connaît mes goûts, mes affinités, ce que je cherche, etc. C'est quelque chose qui nous semble bon. Et on peut jouer énormément avec ces besoins-là et pour mieux vendre et toujours mieux vendre. Nous, ce que nous pensons, c'est qu'il n'y a plus aujourd'hui de contrat social possible sans mettre en premier lieu sur scène et de nos horizons à tous ces matériaux politiques que sont l'eau, l'air pur, la nourriture biologique, l'enracinement, la spiritualité qui est nécessaire à l'homme. Nous avons besoin de quelque chose de plus grand que nous. Et donc, il n'y a plus de contrat social possible sans cela. Et donc, il faut en être conscient, il faut se servir des sources et des trésors qui sont à notre disposition et qu'on ne voit plus et vers lesquels on ne va plus. Aujourd'hui, ces moments-là, ce sont des moments justement de reconnexion. Et moi, je me définis un peu quelquefois, un peu comme un petit électricien, quand je parle de non-violence, qui vient reconnecter l'être humain avec sa nature profonde. Car la non-violence est bien plus notre nature que nous le pensons. La violence est une violation de notre nature. Et aujourd'hui, que les neurosciences viennent confirmer la non-violence, c'est une avancée incroyable qui ne fait que confirmer ce que nous ressentons tous instinctivement, quoi. La violence est une violation de notre nature. Alors, quand vous parlez de neurosciences, ça me fait penser à Mathieu Ricard, qui est un chantre de la paix dans le monde. Et on voit aujourd'hui, dans une population chez laquelle on n'aurait pas pu attendre de violence, je pense à la philosophie bouddhiste, où on trouve des clans qui en arrivent aux mains pour imposer des idées, alors que ça devrait être quand même les représentants les plus fiables de cette non-violence, puisqu'on vous avez fait référence à Gandhi dans plusieurs circonstances. Là, aujourd'hui, on a une population qui est censée être l'exemple typique de la non-violence, pour des questions de pouvoir, d'ego, avoir des moyens qui sont pas dignes de leur... Mais la non-violence n'a jamais prétendu que le monde parfait existait et que le monde était parfait. Et les non-violents non plus. Il n'y a d'ailleurs pas de non-violent parfait et je n'en suis pas. Par contre, c'est une graine qui nous appartient de semer. Elle est contagieuse, positivement contagieuse. Et je crois que c'est ça qui nous semble important. Qu'est-ce que nous voulons cultiver? Équipement de vie ou équipement de mort? Oui, nous aurons des dérives. Oui, les religions ne sont pas exemptes de défauts, de critiques, et il faut absolument le faire. Pour autant, quelle graine voulons-nous cultiver? Moi, je crois profondément que cette graine-là, elle est utile, elle est urgente, et je crois profondément que nous avons besoin d'armes, d'instruction massive et de réinitiation à ce que nous sommes véritablement, c'est-à-dire des êtres enracinés, beaucoup plus non-violents que nous ne le croyons. Alors, j'ai une dernière question à vous poser, parce que je sais que votre temps est limité, je vous remercie de me l'avoir accordé. Dorénavant, qu'est-ce qu'on va voir sur scène? Est-ce qu'on va voir le fondateur des Mouvrini ou on va voir plutôt le chantre de la non-violence, ou est-ce que vous allez servir des deux pour pouvoir transmettre On va faire les deux. Vous savez, notre dernière tournée depuis l'album Invicta s'appelle Music for Non-Violence. Je donne autant de concerts que je donne de conférences dans les lycées. Je pars demain à Lyon, à Valence, à Die, à Tournon-les-Bains. J'étais la semaine dernière dans le nord, près de Calais, à Boulogne-Saint-Martin, devant des amphithéâtres pleins. Je crois que c'est ça qui est important. C'est que ça révèle cette urgence, ce besoin d'équipement de vie. Et ce qui est merveilleux, ce qui est absolument inattendu, c'est de voir combien ça fait briller les yeux des juniors et des adultes qui se retrouvent réconciliés avec elles-mêmes en disant, mais effectivement, dans la vie, je ne suis pas condamné à m'écraser ou à me battre et à détruire. Entre les deux, il y a un autre chemin. Et c'est là où la non-violence nous donne une boussole et nous donne d'autres perspectives. Je ne veux pas être le spectateur, le lâche ou le passif. Je ne veux pas être le violent, le destructeur. Alors je veux être quoi? Eh bien là, la non-violence peut énormément nous aider. Et je peux témoigner de ce que je vois aujourd'hui ensemencé dans les collèges, dans les lycées, dans les universités, sur la place publique même. Je vois des journaux qui consacrent des pages entières à la non-violence. Bon, c'est ça, cet espoir-là, il est merveilleux. Mettons, dans ce monde qui nous empoisonne tous les jours de héros négatifs, mettons à la une l'intelligence de la non-violence.
Donc c'est un message plein d'espoir que vous donnez. Il faut être heureux pour lutter. Dans un monde qui est en pleine mutation, et comme disait Voltaire, j'ai décidé d'être heureux parce que je sais que c'est bon pour moi. Et donc vous êtes, vous, ce messager, en tout cas... Heureux mais actif. Heureux mais actif, oui. Heureux mais équipé. Heureux mais compétent. Heureux mais désireux d'apprendre. Heureux mais relié. C'est ça, il faut être heureux. Peut-on être heureux dans le monde d'aujourd'hui? Il faut l'être absolument pour le combattre. Et la lutte ne doit être qu'heureuse. C'est là où la non-violence nous désenchante. C'est là où la violence désenchante les luttes. Elle a perdu. Par contre, avec la non-violence, nous pouvons être heureux ensemble. Les enfants et les grands-mères et les grands-pères, c'est bien ça qui est sa force. C'est qu'elle permet à chacun d'amener sa petite part. De colibri. En tout cas, merci, ringrazie, Jean-François. Merci beaucoup.